Salut à tous, alors le Bitcoin résiste bien mais ça ne vaut pas une introduction en musique. Bref, si on dézoome un petit peu sur la situation, je vais te montrer un indicateur qui historiquement n'a jamais menti sur la direction des marchés et notamment sur le Bitcoin. On regarde ça tout de suite, c'est parti, c'est parti. Bon alors tu le sais si tu es abonné, on aime bien se faire des petits indicateurs maison sur la crypto, bref on aime bien essayer de mettre les mains dans le cambouis et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors là on va parler du cuivre. Qu'est-ce qu'il me raconte Jérémy? Non t'inquiète pas, on va pas faire d'électronique, d'électricité, on va pas embêter la SNCF, d'accord? On va regarder le cuivre en fonction de l'or. Pourquoi le cuivre en fonction de l'or? Bon, eh bien en fait ce qu'il faut que tu te dises c'est que le cuivre en tant que tel c'est une matière première qui est très utilisée dans l'industrie, dans la construction, dans l'électronique, dans le transport et sa demande en fait elle augmente en période de croissance. Lorsqu'il y a une industrie qui va très bien, lorsque l'économie se porte bien, qu'on est en croissance, on a besoin de plus en plus de matériaux, tu vois. Il est coté en bourse et forcément il est régi par l'offre et la demande, donc plus on a d'entreprises qui en veulent et plus son cours va augmenter. Tandis que pour l'or, à contrario, c'est plus une valeur refuge, sa demande elle augmente en période d'incertitude ou de ralentissement économique et finalement, même si on s'en sert d'accord pour des petits domaines bien précis, pour de la microélectronique ou pour des domaines technologiques de pointe, l'or, sa mission première c'est d'être un bouclier contre l'inflation, contre l'incertitude ou contre tout irritant qui viendrait embêter tes investissements. Et lorsque tu regardes du coup le ratio cuivre sur or, ça vient te donner un aperçu des anticipations économiques à l'échelle mondiale. Et c'est intéressant parce que ça permet de faire abstraction des économies pays par pays, de la géopolitique, du bruit ambiant que tu peux avoir avec un Trump qui te casse les pieds. Ça te permet de bien dézoomer sur la situation et d'avoir vraiment une vision un petit peu plus claire de la santé de l'économie mondiale. Donc si tu veux, on peut dire que c'est même un baromètre de la croissance mondiale de l'économie de la santé à travers le monde. Allez, si on se plonge un petit peu dans la charte maintenant. Donc si tu vois cette charte qui descend, eh ben c'est un petit peu pessimiste, tu l'as compris. Parce que ça veut dire que la fraction cuivre sur or, soit tu as le cuivre qui descend, soit tu as l'or qui augmente, qui est au dénominateur. Donc en fait, pour avoir une économie saine, tu as besoin d'avoir une courbe qui augmente. Et comme tu peux le voir, depuis maintenant la fin du Covid, de l'injection massive de liquidités, on est en décroissance. Donc ça veut dire qu'on a de moins en moins besoin de cuivre, ou alors qu'on a une demande en or qui augmente. Tu m'as suivi? Ok, donc tu l'as compris, ça fait boule de neige, plus les entreprises elles sont saines, plus elles vont commander des matériaux, plus elles vont avoir besoin de cuivre, plus le cuivre va monter et plus ce ratio il est censé lui aussi monter. Là on est à l'échelle weekly comme tu peux le voir et ça fait un petit moment qu'on est en train de creuser sur cet indicateur, tandis que sur le RSI, on a des divergences en pagaille. On a des divergences en pagaille qui durent depuis maintenant le 25 novembre 2024. Depuis maintenant l'élection de Donald Trump, on fait divergence sur divergence, tandis que le cours de ce ratio est en train de diminuer. Donc, à un moment donné, c'est simplement une question de temps, tu peux pas aller contre la dynamique, le ressort à force de le compresser, à un moment donné, boum, il va péter, et là pour le coup, il pètera vers le nord. Et là tu dois te dire, Jérémy me sort toujours des trucs farfelus, du cuivre, de l'or, du tungstène, mais quel est le rapport avec le Bitcoin? Bon, eh bien regarde ce que tu as sous tes yeux là. Tu as la courbe du Bitcoin juste en haut, ok? Et en bas, en jaune, c'est le ratio cuivre sur or. Ok, donc nous on a de l'historique là jusqu'en 2010, ça tombe bien, sur le Bitcoin on a démarré approximativement en 2010. Comme tu peux le voir sur ce ratio, on voit qu'il y a bel et bien des cycles, tu vois, des cycles de liquidité, des cycles de la santé économique où elle va bien et puis finalement hop ça part en biberonné puis ça recommence, on est reparti pour un tour, on injecte de la liquidité et en fait tout est lié. Tout est lié. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder du cuivre, de l'or ou d'autres éléments que personne ne regarde? Eh bien, c'est pour essayer de trouver des petits signaux de retournement, d'essayer de trouver la petite aiguille qui se trouve au fond de la botte de foin qui va te permettre d'en comprendre un petit peu plus sur le Bitcoin et de pouvoir avoir une vision un petit peu plus diversifiée. Bon, donc deux choses l'une. La première chose, c'est que tu peux le voir, on arrive sur un bottom. On arrive sur un bottom où l'économie, elle a été resserrée, l'économie, elle a été ralentie, que ce soit pour l'Amérique, mais que ce soit aussi à travers le monde, tu vois, parce qu'on a eu énormément d'argent qui est rentré suite au Covid. Ça a boosté l'économie mondiale, mais là, on arrive à la fin. On n'a plus trop d'argent qui est disponible, que ce soit sur les marchés, ou alors que ce soit pour redynamiser l'économie. Avec l'immobilier, tu peux peut-être le voir, le constater autour de chez toi, avec les appartements qui ont stagné ou ont perdu un petit peu en valeur. Eh bien, ça s'inscrit bien dans la phase descendante de notre cycle monétaire. Comme tu peux le voir, le premier cycle monétaire avait duré 1765 jours approximativement, d'accord, on parle avec les mains là, hein. Le second cycle avait duré 1300 jours, il avait été écourté par la période du Covid, la pandémie, on avait besoin d'argent très rapidement. Et maintenant,
Ça fait 1795 jours qu'on est toujours dans un ralentissement de l'économie mondiale. Sur ce ratio qui est plutôt symptomatique de l'économie mondiale, tu vois, qui te permet de tout squeezer, de pas regarder ce que disent les présidents, de pas regarder les tweets d'Elon Musk ou de je sais pas qui, là tu peux voir que vraiment, factuellement, ce ratio est dans des zones qui sont extrêmement basses et ça ne sera pas éternel. À un moment donné, ça va repartir, le cuivre va reprendre de la force face à l'or et donc on le ressentira sur les marchés. Je te montre factuellement la donnée que j'ai sous les yeux et c'est valable aussi sur les indices américains, mais pour le coup, ce qui nous intéresse, c'est quand même le Bitcoin, hein, les amis. À chaque fois qu'on était dans des zones extrêmement basses sur ce ratio, où on commençait à avoir des divergences haussières, ce ratio remontait en flèche, l'économie se portait un petit peu mieux et regarde ça, le Bitcoin lançait vraiment la zone parabolique. Ça a été le cas en 2016, ça a été le cas en 2020, en 2013 je t'en parle même pas et actuellement on est dans cette zone. Donc là vraiment je te montre factuellement la data que j'ai, d'accord? C'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. Alors après attention, prends avec des fourchettes ce que je suis en train de te dire. Ne mets pas all-in, ne vends pas la maison pour aller dans le Bitcoin. Non, j'ai pas dit ça, Mais ce que tu dois retenir finalement de cet indicateur, c'est que tu es dans des zones où voilà, on commence à gratter, on commence, tu vas avoir du mal, mais à un moment donné, l'économie, elle va se retourner. Il va se passer quelque chose, peu importe le prétexte, peu importe la pandémie, peu importe la guerre, à un moment donné, ça va se retourner, rien n'est éternel, rien ne tombe en ligne droite et rien ne part au ciel, tout droit, tout chousse. Ça, c'est la première chose, mais la seconde chose à garder à l'œil, c'est que là, on parle à l'échelle monthly, d'accord ? Et tu vois, lorsque tu as un retournement, par exemple, sous forme de W, comme tu l'avais eu en 2020, là, bon, ben ça avait mis quand même, tu regardes depuis mars 2020, et on a vraiment eu le W qui a été cassé en août. Donc on parle de quand même 6 bons mois quand même. Bon, je trouvais ça intéressant et je voulais te le partager. Ça change un petit peu de tous les indicateurs qu'on peut regarder régulièrement ensemble. Ah oui, aussi avant de passer au chapitre suivant, je voulais te montrer la charte du cuivre parce que c'est ce qui va driver le ratio qu'on a vu juste avant, tu vois. Comme tu peux le voir là sur le cuivre, on a une espèce de triangle d'accumulation, un triangle de compression qui va péter à un moment donné, tu vois. Il risque de péter à un moment donné. Quand est-ce qu'il va péter? Bon, si tu regardes la charte, il se termine en 2028. Est-ce qu'on doit attendre la fin de ce triangle de compression pour péter vers le nord? C'est pas impossible, mais c'est pas une obligation, tu vois. À plusieurs reprises, on a essayé de le péter, on l'a réintégré. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur les investisseurs long terme sur le Bitcoin, long term holder supply, notre indicateur qu'on regarde souvent, qui est très important selon moi. Hop, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures? Ben, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. On est toujours sur une petite tendance à court terme qui est plutôt croissante, mais voilà, encore rien de fou pour l'instant. On n'a pas encore eu un petit crash là de cette accumulation d'investisseurs long terme. On suivra ça de près, ne t'inquiète pas. Bon, et petit rappel concernant les annonces économiques cette semaine, ça fait un petit moment qu'on se le répète, cette semaine elle peut être cruciale, d'accord, parce qu'il y a les taux d'intérêt, il y a Jérôme Powell qui va parler, il va prendre le micro dans son habit de lumière, ça va tomber mercredi à 20h30, du coup la conférence, il monte sur scène à 20h30, mais les taux seront annoncés à 20h. Personne ne s'attend à avoir une baisse sur les taux d'intérêt. On aura aussi l'inscription hebdomadaire au chômage qui tombe à 14h30 et l'IPC européen à 11h. Donc voilà, on va suivre ça de près, mais c'est une semaine où tu risques d'avoir de gros rebondissements. Donc attachez vos ceintures. Si on fait un petit point sur la santé des marchés, comme tu peux le voir avec le S&P 500, ben voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. On se mange un plus 1% sur la journée et pour le Nasdaq, plus 1,5%. Donc voilà, comme s'il n'y avait pas de missiles qui s'étaient échangés entre l'Israël et l'Iran. Donc voilà, le marché il s'en fout complètement. Et pour le Bitcoin, eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Donc on n'a pas refait de record historique, on n'a pas encore passé les 110 000 $, on n'a pas passé les 115 000 $. Ok, mais voilà, pour l'instant il résiste plutôt bien et ça il faut le garder à l'esprit. Comme tu peux le constater sur cette charte, le Bitcoin il est toujours dans son espèce de range, grosso modo entre les 103 000 $ et les 110 000 $. La zone des 105 000, 106 000, tu vois, ben, elle a bien agi comme support pour le moment. À se rappeler tout de même qu'on a une belle résistance aux alentours des 110 000 $. Le Bitcoin il adore prendre les gens à revers. Comme tu peux le constater, ce week-end on était en train de faire une espèce de canal haussier. Tu vois ce genre de choses là, avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur. Et ça c'est vraiment pas bullish, c'est vraiment pas bullish. La dernière fois qu'on l'avait fait, regarde, c'était juste ici. C'était même pas un canal, c'était une espèce d'entonnoir. Bon, la finalité c'est qu'on a pété vers le bas. Et là, voilà, il semblerait que le Bitcoin fait tout l'inverse de ce qu'il avait fait par le passé. Donc on n'est pas encore sorti d'affaire, on parle pas encore de bull run là, mais une chose qui serait vraiment intéressante qui pourrait arriver dans les jours qui viennent, notamment avec cette semaine, toute la volatilité qu'on risque d'avoir, c'est de rentrer dans cette espèce de running jaune, cette espèce de canal haussier. Ça pourrait être un signal fort. Tu vois, repasser les 110 000 $, ouais, tu pourrais te dire qu'on aurait potentiellement un petit peu de jus pour aller chercher notre précédent ATH, faire une distribution ou une expansion. Mais lorsque tu te focuses sur la carte thermique des liquidités qui te montre l'order book, tu vois,
vois, avec toutes les zones qui sont vraiment riches en liquidité. On a une belle zone, tu vois, au-dessus des 108 000 $, direction les 109. Et puis ensuite, voilà, la grosse résistance, c'est en direction des 110 000 $. Et là, au total, on parle de plusieurs milliers de bitcoins. Et puis voilà, si tu passes ces deux zones-là, ben, c'est directement les 115 000 $. Hein. Là, t'as rien sur la route. T'as vraiment rien sur la route. Et puis en dessous de nous, eh ben, on est venu chercher quand même pas mal de liquidité. Regarde-moi ça, tout ce qu'on est venu chercher. Donc il en reste encore, bien sûr, il en reste encore. En direction des 90 000, le bitcoin aura du poisson à se mettre sous la dent. Mais au nord, on a quand même pas mal de liquidité qui est juste devant nous, qui nous attend. Est-ce qu'on va y aller? Écoute, on verra ça ensemble. Mais lorsque tu regardes les funding rates, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Ils sont vraiment très bas, pour pas dire négatif pour certains. Sur BitGate, on est en négatif. Sur Gate, on est en négatif. Sur Bitunix, on est en négatif. Sur Binance, on est extrêmement bas. Ça commencera à s'échauffer sur le bitcoin, en tout cas, lorsqu'on aura passé les 0.0345, approximativement, 3, 4, 5, tu vois. Pour l'instant, voilà, les gens sont encore pessimistes et ça se voit bien du coup sur les funding rates qui sont plutôt shorters. Sur les altcoins, là aussi c'est toujours le cas. Sur Solana, bah, voilà, c'est vraiment très shorté. Tu vois, on est en négatif vraiment quasiment de partout et c'est plutôt chouette. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement l'approbation des ETF Solana qui pourrait arriver incessamment sous peu. Tu te rappelles, on en a parlé la semaine dernière. Là, il faudra se poser des questions sur cette date-là. Historiquement, tu vois, quand il y a une approbation d'ETF, c'est tellement une bonne nouvelle que le marché il aime bien se retourner dans ces moments-là. Mais il y a un monde où le Solana, il se valorise bien juste avant que l'ETF il arrive, tu vois, pour essayer d'acheter la rumeur. Et puis ensuite, il y a le sell the news. Eh oui, ça marche comme ça, les amis. Buy the rumor, sell the news. Et puis pour Ethereum, c'est le plus fou, hein. Pour Ethereum, c'est le plus fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une espèce de petite barrière là, hop, un petit amas de liquidité au-dessus de notre tête, direction les 2700 $, et puis passer les 2700 $, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a quasiment rien. Tu vois, il y a 3000 Ethereum aux alentours des 2009. Mais bon, si tu arrives à passer cette zone, là, tu fais un W des familles qui est magnifique. Bah, c'est direction les 3000 $, quoi. C'est direction les 3000, 3003, voire plus, quoi. Le prochain amas de liquidité qu'on aurait ensuite, bah, tu vois, ça serait aux alentours des 3700. Et encore, et encore. Donc là, tu vois, il manque juste le petit catalyseur, il manque juste la petite étincelle, que ça se calme au Moyen-Orient pour, voilà, laisser repartir le marché parce qu'on était quand même bien lancé, nom de Dieu. Du côté des institutions, on a pu voir que BlackRock avait acheté encore du Bitcoin. Ils ont accumulé l'équivalent de 800 nouveaux Bitcoins, du coup, via leur ETF. Coinbase est passé par là, ils ont fait des petits achats, ils ont profité du Bitcoin qui corrigeait un petit peu. Si tu dézoomes sur la liquidité qui rentre sur les ETF, comme tu peux le voir avec cette charte et cet histogramme, on est toujours voilà, sur une petite tendance baissière vis-à-vis de l'inflow qui rentre sur Bitcoin, une petite désaccélération. Tandis que pour les ETF Ethereum, c'est une autre paire de manches. On a eu un afflux de liquidité qui a été vraiment pas mal, avec un beau WD famille là plutôt conséquent, et donc ça t'amène à penser que voilà, c'est plutôt bullish sur Ethereum, on a une tendance haussière qui est en train de se créer sur la liquidité qui rentre sur les ETF Ethereum. Ça va pas se refléter à l'échelle court terme, à l'échelle daily, tu vois, mais ça vient faire du bien sur le cours de Ethereum parce que ça vient soutenir, ça vient apporter de la pression acheteuse à ETH. Chose qui pour l'instant sur le Bitcoin est en train de disparaître petit à petit. Comme je te le répète régulièrement, sur le Bitcoin, on est maintenant sous perfusion de tout l'argent qui rentre de la part des institutions, qui rentre de la part des ETF, de Michael Saylor, de Metaplanet et j'en passe. Et là, je suis en train de développer un indicateur, du coup, vraiment un indicateur maison qui te permet de voir tout l'argent qui rentre de la part de ces grosses institutions, de ces grosses boîtes, des ETF, patins couffins, parce que dans l'industrie de la crypto, en fait, c'est tout nouveau, tout cet argent qui rentre, et on n'a pas vraiment d'indicateur qui te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de l'argent qui rentre, de l'essoufflement de cette arrivée d'argent qui vient driver le prix, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense. On l'avait vu, on avait regardé un indicateur où on voyait les adresses, les nouvelles adresses sur le Bitcoin, et on voyait bel et bien que le prix avait augmenté, mais on avait une grosse divergence sur le nombre de personnes qui étaient arrivées sur le Bitcoin, tu vois. On l'avait prouvé par A plus B que l'argent des institutions avait drivé le cours de Bitcoin pendant ce cycle. Ensuite, concernant la précédente tombola de la crypto bref de 100 $, la personne qui a gagné, il s'avère qu'elle avait déjà gagné la précédente. Donc il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'on n'est pas nombreux, donc tu as pas mal de chances de gagner ces 100 $. Et la deuxième chose, je l'ai dit aux collègues, j'espère que t'es pas en couple, ou si t'es en couple, fais attention vis-à-vis de l'infidélité, parce que peut-être que t'es cocu là. 2 fois de suite comme ça, bon. Toujours est-il que je lui ai demandé la permission de refaire un tirage au sort pour faire profiter une autre personne. Il a gentiment accepté, et la solution que j'ai trouvée
trouvé pour pas en refaire un tirage au sort, parce que je vais encore en faire un du coup la semaine prochaine là, et bien c'est de les distribuer à la personne qui met le plus de likes sur la crypto brève sous les vidéos YouTube. Le premier au classement c'est JBR, mais comme je l'ai déjà fait gagner la dernière fois, là pour le coup ce sera Manu. Donc Manu, bravo, tu gagnes tes 100$, envoie-moi un message sur Telegram et je t'enverrai ton petit chèque. Si tu veux participer à la prochaine, c'est tout bête, hein. Tu vas juste en dessous de la vidéo, tu cliques sur le premier lien, hop, tu arrives ici et fais très attention de bien cliquer sur ma tronche juste à gauche et tu viens t'inscrire là, Register Now sur ce bouton rouge, parce que ça va te permettre d'avoir tous les bonus, ça va te permettre de participer au tournoi et en plus lorsque tu vas venir déposer tes 100$, ils vont te permettre de faire une position à 1000$. Donc je t'invite à parcourir le site parce qu'il y a plein d'offres vraiment super cool pour les nouveaux qui se créent un compte. Tu as aussi l'application mobile qui est très bien faite, tu n'as pas besoin de mettre ta carte d'identité, ton passeport lorsque tu crées un compte et ça vraiment c'est plutôt agréable. Et puis ensuite tu pourras venir sur le groupe Premium sur lequel je partage des indicateurs maison un petit peu plus poussés, des idées de trading tu vois qui peuvent être intéressantes. Et donc voilà, c'est en description que ça se passe mon cher ami. On a Trump Organization qui dévoile Trump Mobile, une nouvelle marque de téléphonie mobile avec des appareils fabriqués aux États-Unis. Donc voilà, le président des États-Unis est en train de lancer sa marque de téléphone. C'est complètement dingue. Est-ce que ça a à voir avec la crypto? Non. Mais est-ce que c'est complètement fou? Ben ouais. Ensuite, concernant l'adoption de Bitcoin et de la crypto-monnaie, on a le Vietnam qui adopte une loi qui reconnaît officiellement les crypto-monnaies en leur donnant un statut légal clair. Donc ça commence à avancer du côté de l'Asie. En espérant que pour l'Europe, on suive le pas. Ensuite, du côté de la course à l'armement, on a Metaplanet qui achète 1112 bitcoins supplémentaires pour un total de 117,2 millions de dollars. Et donc actuellement, ils possèdent des avoirs de 10 000 bitcoins dans leur coffre. Ah, ça fait rêver, 10 000 bitcoins. Et bien sûr, on en a parlé hier, l'entreprise de Michael Saylor, stratégie, micro-stratégie, moi j'arrive pas à m'y faire, a annoncé avoir acquis 10 100 nouveaux bitcoins pour un total de 1,05 milliard de dollars au prix moyen de 104 000 $ par jeton bitcoin. Elle détient désormais 592 100 bitcoins. Donc c'est quand même costaud, tu vois, c'est un beau petit achat, même s'il nous a habitués à mieux, c'est quand même sympathique, tu vois, 1 milliard de dollars, on crache pas dessus. Enfin, surtout le cours de Bitcoin, quoi. Ensuite, on a une rumeur qui est tombée concernant les tarifs entre l'Union Européenne et les États-Unis. Finalement, elle a été démentie, mais bon. En général, les rumeurs, tu vois, il y a toujours une petite part de vérité. On a la Commission européenne qui s'est dit prête à accepter un tarif américain forfaitaire de 10% sous des conditions claires, rapporte le Handelsblatt. Bon, les conditions, c'était que les États-Unis enlèvent leurs taxes douanières, ou du moins les réduisent sur les voitures, tu l'as compris, les voitures allemandes, qui est vraiment le pilier central de l'économie allemande. Enfin bref, si on a des taxes douanières qui tombent à 10%, ça pourrait vraiment être très bien pris par les marchés, parce que l'Union Européenne, ça représente quand même un gros partenaire des États-Unis, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, et forcément, ce serait très bien perçu par les marchés selon moi. Sur ce, si ça t'a plu, abonne-toi, parce que je reviens demain à 5h du matin, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis après, si tu veux continuer de parler, on a toujours Twitter ou Telegram. Bon, prends quand même bien soin de toi, bisous, ciao, ciao.